Je vous remercie bien sûr de l'intérêt que vous avez manifesté en venant ce matin et toute cette journée. Et je vais donc commencer par vous présenter les organisateurs de cette journée. Vous avez certainement vu à l'entrée Olivier Mouquet et Irina Joubert, je ne sais pas s'ils sont là, si Irina est là. Et tous les deux donc, appartiennent à l'équipe nationale de notre mouvement ATD Quart-Monde qui a organisé cette journée. Daniel Le Guillou est là aussi, voilà, en chemise bleue. Et puis Didier Goubert, que vous allez voir dans un instant sur cette estrade pour nous exposer le projet, avec Michel David Virville. Alors Michel David Virville, lui, il est arrivé comme Daniel Le Guillou il y a un peu moins longtemps dans l'équipe, mais il se définit comme un critique, un opposant de l'intérieur. Et il vous expliquera ce qu'il en pense. Donc, avant de donner la parole à la table ronde qui va lancer le débat de cette journée, je voulais donc vous dire notre grande... je ne vais pas représenter notre équipe, l'équipe du mouvement ATD Quart-Monde. Et comme nous avons l'honneur d'avoir la présidente du mouvement ATD Quart-Monde, je vais lui donner la parole dans un instant. Nous avons aussi la chance, et ça nous en sommes très heureux, d'avoir avec nous, pour soutenir notre action, les deux grands mouvements que sont le Secours catholique et Emmaüs. Et je vois que le secrétaire général d'Emmaüs vient d'arriver. Je n'ai pas encore vu la présidente du Secours catholique, mais je sais qu'elle sera là dans quelques instants. Et nous avons aussi le soutien, c'est pour ça que je citais Jean-Baptiste de Foucault, nous avons le soutien du pacte civique avec Jean-Baptiste de Foucault. Donc, voilà un petit peu toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser cette journée. Et bien sûr, je vais donner ensuite la parole à celui qui a été la cheville ouvrière. La cheville ouvrière, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tous les cas, un élément absolument indispensable de l'avancée des choses, c'est-à-dire Laurent Grandillot, qui est le député qui a porté la proposition de loi qui va être au centre de cette journée. Voilà, cher président, à vous. Bonjour à tous et vraiment merci d'être présents à ce colloque dont l'objectif est de faire avancer ce projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Si je suis là, c'est que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, au mouvement ATD Quart-Monde, qui nous tient aussi à cœur. Les personnes en situation de grande pauvreté souhaitent, comme chacun d'entre nous, travailler, exercer un emploi. Et contrairement à une idée reçue qui est largement véhiculée, elles ne recherchent pas l'assistanat et les minima sociaux, elles veulent aussi être utiles à la société. Alors le mouvement ATD Quart-Monde se bat depuis toujours pour que les personnes pauvres aient accès aux mêmes droits que les autres, aux mêmes droits que nous. Et c'est dans cette perspective que nous nous sommes mobilisés pour obtenir des avancées sociales qui ont lieu justement ici, à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je voulais les rappeler, comme la loi d'orientation de lutte contre les exclusions, la couverture maladie universelle, la CMU, la loi d'Allo, droit au logement opposable, et aujourd'hui, on aborde cette question du droit au travail avec ce projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Notre stratégie, vous l'avez compris, dans le mouvement ATD Quart-Monde, consiste systématiquement à nous appuyer sur des expérimentations de terrain qui sont construites avec les plus pauvres et pas simplement pour eux, avec eux. Le succès justement du programme Territoire zéro chômeur de longue durée ne sera possible qu'à 3 conditions. Et c'est celle-là que je voulais rappeler en introduction de cette journée. D'abord, n'oubliez personne. Nous pensons, contrairement à l'idée reçue, que tout le monde est employable. Nous avons constaté sur le terrain, avec les expériences que nous avons, que personne n'est inemployable si les conditions de l'emploi sont adaptées à ces personnes. Et la question qui se pose est donc la suivante: quelles sont les conditions pour que des gens considérés justement comme inemployables
soient en fait employés de façon digne. Donc la première chose, c'est n'oublier personne. La deuxième, c'est vraiment partir des besoins, des souhaits des plus exclus. Les chômeurs de longue durée sont des partenaires à part entière de ce projet. Je le répète, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour eux, c'est quelque chose qu'on fait avec eux. Et nous, on pense que ça, c'est la clé du succès. La troisième condition qui me paraît, et qui me paraît à tous absolument indispensable, c'est le fait de travailler ensemble sur ces territoires, élus, entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, chômeurs, associations, syndicats. Ce projet ne réussira que si on travaille tous ensemble, et c'est bien ce qui se passe en ce moment sur les territoires où vont avoir lieu ces expérimentations. Alors c'est cette raison pour laquelle c'était absolument indispensable d'associer à cette démarche à la fois les partenaires sociaux, la CFDT, la CGT, le MEDEF et les associations, Emmaüs, le Secours catholique et le Pacte civique. Merci vraiment à vous, non seulement de nous avoir rejoints, mais aussi de nous aider à améliorer le projet et ce projet. C'est parce qu'on travaille ensemble qu'on va réussir à l'améliorer. Nous avons tous à y gagner. D'abord des territoires, ça me paraît assez évident en termes de cohésion sociale. Et ces territoires qui se lancent dans cette expérimentation le sentent bien. Évidemment que ça va améliorer la cohésion sociale, mais aussi tous les citoyens y ont intérêt parce que tout le monde est directement ou indirectement touché par cette question du chômage. Merci également aux membres du CESE qui sont présents ici, qui travaillent sur une proposition de loi. Merci aux élus qui sont là aussi et qui nous soutiennent. Et alors vraiment un très grand merci à vous, Monsieur le député Grand-Guillaume, de nous accueillir d'abord dans ces locaux de l'Assemblée nationale pour ce colloque. Merci de croire en ce projet, de le soutenir depuis ce début, de bâtir une proposition de loi justement pour qu'on puisse démarrer cette expérimentation. Vraiment un grand merci. Merci. D'abord, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette salle, nombreux. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, qu'il y ait d'autant de départements de notre territoire, parce que vous venez de toute la France, et ça montre qu'il y a une dynamique qui se crée, et tant mieux. Je voudrais bien sûr saluer Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Patrick Valentin, avec qui je travaille depuis maintenant plus d'un an sur ce sujet, parce que c'est la première fois. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai été séduit par cette idée d'expérimentation et on a cheminé petit à petit en bâtissant avec différents collègues qui sont présents aussi. Je vois Jean-Rémy Marsal, Dominique Potier, que je salue, Sophie Rand, d'autres collègues viendront dans la journée, puisqu'on a pas mal de réunions aujourd'hui à l'Assemblée. Ils ont été de ceux qui, dès le départ, m'ont accompagné et ont cru dans cette idée. Parce qu'ils sont attachés à l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils sont au sein du groupe majoritaire, sans doute ceux aussi qui portent souvent des idées pour remettre l'humain au cœur des choix. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas Dominique? Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi de vous voir aujourd'hui nombreux. Je voudrais saluer aussi un ami qui est présent, je ne savais pas qui viendrait, donc ça fait plaisir de voir, c'est Denis Claire, parce que Denis Claire, c'est à la fois le fondateur de l'alternative économique, c'est aussi un homme de valeur qui a des attaches avec la Côte-d'Or, bien sûr, et la Bourgogne. Mais je lisais récemment un livre qui m'avait d'ailleurs offert, La France des travailleurs pauvres, dans lequel il y a un certain nombre de constats à l'époque que l'on retrouve, hélas encore aujourd'hui, à travers l'exclusion sociale, la pauvreté, bien sûr, à laquelle sont confrontés tant de nos concitoyens, et qui méritent justement que l'on sans doute expérimente des dispositifs qui soient innovants, du point de vue social, économique et environnemental. Et pour ce faire, nous devons aussi gérer l'urgence, en même temps agir. Il faut arrêter de perdre du temps dans les débats qui sont parfois un peu trop longs. Oui, bien sûr, il y a un peu la Forêt aussi qui est présent. Je ne vois plus saluer tout le monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, et je n'ai pas vu toutes les personnes dans la salle. J'ai vu aussi M. Lenancoeur, qui est le rapporteur, en parler du CESE, qui a été saisi, non pas sur la proposition de loi, mais plus globalement sur le chômage de longue durée et en particulier sur l'expérimentation traitée sur cette proposition de loi. Enfin, beaucoup de monde, et comme j'ai commencé à en citer, forcément, je me mérite de l'arrêter là. Là, vous reconnaîtrez la salutation globale et bien sûr à travers toute l'amitié qu'on peut justement vous faire à travers votre présence. Je veux dire aussi que ça a été compliqué de déposer cette proposition de loi parce qu'il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de personnes qui ont essayé de freiner dans cet élan. Pourquoi? Parce qu'on bouscule peut-être l'ordre des
choses, vous leur rétablir. C'est bien dommage que dans notre pays, on freine souvent ce type d'initiative. Et heureusement qu'il y a eu l'écoute notamment de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, de Bruno Le Roux, le président du groupe, du président de la République aussi, qui m'avait reçu et à qui j'avais transmis ce projet, et qui ont justement apporté leur soutien avec le Premier ministre pour faire en sorte que, eh bien, à la fois, nous puissions déposer cette proposition de loi au mois de juillet, avec le soutien de tout le groupe majoritaire, et surtout qu'ensuite puisse être saisi le Conseil économique, social et environnemental qui rendra un avis en séance plénière le 10 novembre prochain, puisque j'étais encore avec Jean-Claude Debois ce matin qui m'a confirmé cela. Et donc la commission, la section qui est saisie par Travail et Emploi, dont j'excuse la présidente, qui a un problème personnel aujourd'hui, qui ne pouvait pas être présente parmi nous, mais va commencer les auditions. Donc moi-même je serai auditionné demain avec d'autres acteurs, bien sûr, avec les Carmont et tous ceux qui participent à cette initiative. Et donc, par ailleurs, je dois vous annoncer aussi que le Conseil d'État sera également saisi. Donc, après, le délai est court, parce qu'il faut 10 semaines pour le Conseil d'État pour justement pouvoir rendre cet avis. Mais normalement, ça devrait être fait cette semaine. Et donc, nous pourrons ainsi disposer de deux avis avant que le débat s'engage. Et comme l'a dit le ministre chargé des relations avec le Parlement en jeudi dernier, il m'a confirmé, bon, sauf bien sûr problème particulier ou l'urgence, que le débat pourra avoir lieu fin novembre, normalement entre le 23 ou 25 novembre à l'Assemblée. Et donc si le calendrier est respecté, puisqu'il faut toujours être vigilant, nous pourrons ainsi avoir un débat avant la fin de l'année dans l'hémicycle sur cette proposition de loi, qui appellera bien sûr des contributions, des débats, des contre-propositions, des amendements. Mais je crois que nous sommes en tout cas bien partis. Et puis vous pourrez compter sur ma ténacité, parce que moi je suis ténace, bonjour, collègue qui me rejoint. Ténace et parfois même têtu, donc je fais bien sûr cette proposition de une priorité. Et il est hors de question soit de la mettre au placard, soit de la mettre de séjour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ira jusqu'au bout, on défendra et on fera en sorte de pouvoir justement l'apporter et puisse être surtout appliqué pour que les expérimentations aient lieu dans tout le territoire. Parce que c'est une histoire, cette proposition de loi, c'est d'abord des acteurs associatifs qui sont mobilisés dans les territoires, bien sûr, à tous les quarts du monde, à travers des expérimentations qui ont été menées. Je crois la première à Sèche-sur-Loire, c'est ça, si les souvenirs sont bons, en 1995, je crois. Oui, ça remonte à loin. Et donc, voilà, il y a une histoire. Et donc, cette histoire, et ensuite, elle a été accompagnée par de nombreux acteurs associatifs, par des entreprises aussi, par des acteurs de l'ESS, par des citoyens qui sont convaincus que l'on peut faire autrement. Parce que tout n'a pas été essayé pour lutter contre le chômage dans la durée. Il y a justement des dispositifs innovants à tester. Et donc, c'est l'occasion de le faire à travers cette proposition de loi. Et puis maintenant, d'autres acteurs nous ont rejoints pour justement apporter leur soutien. Donc, il y a la France, il y a aussi le Secours catholique, il y a le pacte civique, et puis la FNARS aussi, puisque j'avais rencontré Louis Gallois, qui bien sûr m'avait témoigné de son soutien. Je l'ai rencontré il y a à peu près une dizaine de jours. Et donc, c'est une bonne chose, et ça montre qu'en fait, il y a une dynamique qui s'est créée autour de ces propositions. Par ailleurs, nous avons mis en place un comité de suivi pour justement accompagner et suivre donc, les parlementaires qui sont signataires de cette proposition sur un véhicule à chaque fois. Il y a des experts qui nous accompagnent. Je salue Michel Deverville qui, lui aussi, dès le départ, m'a accompagné et a apporté aussi sa vision critique de l'intérieur. Justement, c'est une bonne chose. On bénéficie de son expertise et de son expérience et il consacre du temps. Je tiens vraiment à le remercier pour ce temps qu'il porte pour cette proposition. Et donc tous les 15 jours, on fait un point sur là où nous en sommes, on doit encore convaincre et comment aussi argumenter. Donc on a fait un petit kit qui est ce qu'il est pour l'instant, et on l'améliorera, en tout cas il existe. Et moi-même, je l'ai mis le chiffre que je me déplacerai dans différentes régions pour justement expliquer les choses, expliquer la proposition de loi. Et j'inviterai aussi mes collègues à le faire là où ils peuvent dans les territoires. Puisque moi-même, je me rendais bien sûr en Bourgogne pour commencer, puisque c'est un territoire où j'ai quelques attaches. Et puis ensuite dans le Limousin pour animer une réunion Limoges, et ensuite dans l'Anglo-Roussillon, ça sera sans doute dans l'Hérault pour aussi là, animer des réunions et faire en sorte de pouvoir expliquer la proposition de loi, recueillir les critiques et en même temps avancer pour faire en sorte que l'on puisse convaincre le maximum de citoyens et que chacun puisse être acteur en fin de compte de cette proposition et demain acteur aussi sur les territoires de ce changement. Voilà.
parce que je crois que si l'on s'appuie sur les acteurs de terrain, on peut justement changer les choses. Et ce n'est pas par des vérités révélées depuis le haut, imposées à tous, qu'on peut justement avancer. Et je crois que c'est aussi cela qu'il faut retrouver. Je ne sais pas si c'est une démocratie participative, je ne sais pas quel nom il faut lui donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de l'action. Voilà, et l'action, elle se porte dans les territoires, au plus proche des réalités de celles et ceux qui souffrent aujourd'hui de ce chômage de longue durée, qui ont été trop longtemps exclus et qui le sont encore, frappés par la crise, mais pas que. Il y a de la souffrance derrière cela. Et je sais que tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, ils veulent sortir de cela par l'action. Est-ce qu'il y a une forme d'utopie? Peut-être. Moi, je suis idéaliste, je crois justement dans l'idéal. Comme disait Jaurès, on est dans une salle quand même, vous avez vu que derrière, nous avons Jaurès face à Clémenceau. Eh bien, Jean Jaurès dit qu'il faut comprendre le réel et aller à l'idéal. C'est une première chose, effectivement, il faut allier les deux. Il disait aussi qu'il faut lutter contre la loi du mensonge triomphant qui passe. Et c'est vrai que souvent les chômeurs sont stigmatisés, c'est ceux qui sont exclus justement de l'emploi sont stigmatisés. Et il faut retrouver cette forme de dignité humaine. Et la dignité humaine, nous en sommes tous porteurs par l'action que nous pouvons porter. Donc merci à vous d'être présents. J'espère que vous pourrez apporter des contributions à travers le débat, apporter vos idées. Nous comptons sur vous. On a besoin de toutes les forces et de toutes les énergies pour nous accompagner, parce que vous verrez, il y aura des résistances, il y aura des conservatismes, il y aura des oppositions, elles existeront. En tout cas, moi je vais faire en sorte d'aller voir tous ceux qui veulent porter cette idée. Je dirais aussi rencontrer les membres des autres groupes, voilà, qui peuvent nous apporter leur soutien au sein de l'hémicycle, parce que je souhaite aussi que ce projet soit celui de l'intérêt général au service de la nation et de la République, et que tous ceux et toutes les députés de bonne volonté qui voudront nous accompagner en ce sens, eh bien, seront les bienvenus, quel que soit aussi le groupe auquel bien sûr ils participent, en particulier défendre les valeurs républicaines, bien évidemment. Merci pour votre attention et bonne journée de travail, et puis j'écouterai avec attention que le débat. Je vais passer le micro à notre animateur, Denis Cordelier, qui donc va organiser la table ronde et les débats. Bonne journée à tous. Voilà, dans ce projet, chacun est amené à apprendre quelque chose, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, je vais apprendre à animer sans comment on appelle ça, micro-baladeur. Et puis, peut-être pas d'autre chose encore. Le déroulement, en quelques mots. Tout de suite, Michel de Virville, Didier Goubert vont nous présenter le projet en un quart d'heure à peu près. Ensuite seulement, on va se présenter dans la salle, rapidement, savoir un peu qui est là. On entend quelques noms de personnalités. On en saura un peu plus en 3-4 minutes. Ensuite, et ce matin, ce sera un gros morceau, table ronde du matin, avec 5 invités que je présenterai à ce moment-là. Est-ce que ça vaut le coup de voter cette loi d'expérimentation? Quels sont les écueils, les points délicats? Comment les dépasser? Il y aura une coupure à midi, et cet après-midi, deuxième table ronde, qui sera notamment alimentée par la salle, je vous expliquerai à ce moment-là, avec les acteurs des territoires, principalement des 4 territoires qui sont déjà en route. Et c'est à travers leur regard qu'on verra comment les choses avancent déjà sur les territoires et comment, face aux réflexions et aux questionnements que vous avez, vous, les autres, dans la salle, ça fait écho à ce qui se vit. Quelques conclusions et on termine à 16h. Mais tout de suite, donc Didier Goubert et Michel de Virville, si vous pouvez venir à la tribune. Juste un tout petit mot. Didier Goubert, tu as été dirigeant d'entreprise jusqu'à quelques centaines de personnes, engagé dans plusieurs structures d'insertion, engagé depuis pas mal d'années, quelques années à TD Carmonde, notamment dans ce projet, notamment la direction de travailler et apprendre ensemble l'entreprise pilote à TD Carmonde. Je vais te demander maintenant de nous présenter le projet que beaucoup connaissent, mais en quelques lignes. Et puis dans la foulée, Michel de Virville. Michel de Virville, retraité, pas inactif,
qui est passé par le cabinet ministériel, un cabinet ministériel, le secrétaire général de Renault, conseiller maître à la Cour des comptes. Je pense que j'oublie encore les trois quarts. Michel Lévy, je vous demanderais de nous dire un peu finalement, dans l'essence même du projet, qu'est-ce qui peut surprendre, mais qui est indispensable à comprendre. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ce projet, mûrement réfléchi depuis plusieurs années, en fait, ce projet est comme une bonne chaise assise sur 4 pieds fondamentaux, qui sont un peu les fondations de notre réflexion. Ces 4 pieds, le premier, c'est l'indignation qui nous anime de voir toutes ces personnes qui sont au chômage, qui sont privées d'emploi. Pour nous, c'est éthiquement inadmissible. Et c'est inadmissible pour 2 raisons principales. La première, c'est que cette privation d'emploi est souvent la première cause et la plus importante cause de l'exclusion, privation d'emploi durable. Et d'autre part, c'est aussi un refus de reconnaître la contribution naturelle que les personnes, tous les êtres humains ont envie de donner à la société à laquelle ils participent. Donc c'est cette première indignation qui nous anime et qui a un peu lancé cette réflexion. Après, il y a des constats. Il y a des constats assez simples. Le premier constat, c'est que depuis 30 ans qu'on entend parler de crise, on voit bien que une politique publique, quelle qu'elle soit, n'arrive pas à résoudre le problème, et qu'au contraire, peu à peu, le nombre de ces personnes privées d'emploi durablement augmente insensiblement, mais néanmoins, malheureusement, même ne cesse d'augmenter. Et c'est difficile de ne pas s'accorder sur ce constat-là. Aujourd'hui, plusieurs millions de personnes, à tel point d'ailleurs que dans nos sociétés, quand on lit les livres des sociologues, on commence à parler de ce qu'on appelle les surnuméraires. Les gens dont finalement la société n'a plus besoin. En France, on parle de quelques millions. Dans le monde, on parle d'1 milliard de personnes dont on se dit aujourd'hui, mais si les deux là, finalement, vous vous rendez compte éthiquement ce que ça veut dire l'emploi. Le deuxième constat, et ça c'est simple, quand on ouvre les yeux autour de nous, on constate qu'il y a des quantités de choses qui pourraient être faites pour améliorer la situation de la société dans son ensemble aujourd'hui qui ne sont pas faites. Et pour des raisons qui sont souvent des raisons assez basiques, ces activités pourraient être faites, sont considérées comme non solvables, et pourtant, elles pourraient être utiles à de nombreuses personnes. Enfin, le quatrième pied de ce projet, la 4e fondation fondamentale, c'est de dire aujourd'hui, c'est un raisonnement de bon sens. La privation d'emploi, c'est aussi un gâchis économique. Quand on regarde ce que pèse ce gâchis-là, d'une part, on constate que des gens sont contraints à ne rien faire alors qu'ils pourraient apporter quelque chose et qu'ils pourraient donc construire et apporter leur pierre à l'édifice. Donc déjà, on se prive de cette production possible. Et d'autre part, le coût du soulagement de la misère, entre guillemets, le coût de cette privation d'emploi coûte énormément à la société qui, sous différentes formes. Les formes sont multiples, les formes immédiates qui est le petit pécule qu'on donne aux personnes qui sont privées d'emploi, mais il y a aussi tout un tas d'à côté qui coûtent très cher. Et donc finalement, ça paraît simple, ça paraît évident. Il y a aujourd'hui des compétences et des gens qui ne demandent qu'à travailler et à qui on refuse la possibilité de le faire. Il y a des quantités de choses à faire qui seraient utiles à la société qui ne sont pas faites. Et puis il y a de l'argent qui est mal employé. L'argent qui est employé grosso modo pour soulager la misère, alors qu'il pourrait être employé non pas à la soulager mais à la combattre. Et donc le projet repose sur des choses basiques et dire comment est-ce qu'on peut relier tout ça, ces personnes, ces activités à faire et cet argent mal employé pour en faire quelque chose de beaucoup plus intelligent qui permettrait effectivement à la société de revenir. Ce qu'on veut, c'est pas modifier fondamentalement les grands équilibres économiques de la société, c'est simplement de se dire, à partir de ce triple constat-là, qu'est-ce qu'il est intelligent de faire. Compte tenu de ça, le projet qu'on a conçu en termes d'éléments fondamentaux, sur quoi repose-t-il?
Premièrement, il repose sur la création d'entreprises conventionnées à but d'emploi. C'est le point clé fondamental de ce projet qui est le plus innovant, si on peut dire, c'est de se dire il y a des gens qui ont besoin de travail, il suffit finalement de créer des entreprises qui n'ont pas, ne vont pas avoir un service à rendre défini par rapport à l'économie générale, mais un service qui est de créer sur les territoires concernés le nombre d'emplois suffisant pour que chacun souhaite travailler puisse le faire, à temps choisi, dans des conditions qui sont dignes. Donc l'idée, c'est d'abord et avant tout de créer ces entreprises ou de conventionner des entreprises existantes pour faire ce travail-là, de façon à ce que chacune et chacun ait un emploi. Le deuxième point, c'est bien entendu de financer ces entreprises. Elles seront financées à la fois par la production qu'elles vont faire, mais aussi par la réallocation des dépenses passives du traitement social du chômage d'aujourd'hui, qui pèse effectivement très lourd. Avec deux garde-fous, si on peut dire. Le premier, c'est s'assurer que ces entreprises ne vont pas faire concurrence aux entreprises existantes, de façon à ne pas se marcher sur les pieds, ne pas créer des entreprises qui embaucheraient des gens et qui du coup créeraient du chômage pour les gens. Et puis d'autre part, s'assurer aussi que les personnes qui vont être recrutées dans ces entreprises conventionnées, le nombre de ces personnes n'augmentera pas plus vite que le chômage. Parce que si on démarre avec un certain nombre de chômeurs qu'on recrute ici 5 ans après, à l'issue de l'expérimentation, on en a 2 fois plus, là aussi on sait bien qu'on se marchera sur les pieds. Et donc, l'essentiel de la réflexion, c'est de se dire comment relier activité, personne et argent, sans pour autant bousculer fondamentalement notre système économique, et faire en sorte que ça marche. On a pensé que ça ne pouvait être fait que sur des territoires locaux de taille modeste, c'est-à-dire des territoires où, assez rapidement, les gens vont se connaître et vont pouvoir travailler ensemble à ce qui nous paraît être, nous, un véritable projet de société locale. Ça ne nous paraît pas possible, en tout cas pas à ce stade-là, de pouvoir contrôler et de réaliser tout ce qu'on y a de manière nationale, contrôler au niveau national. En revanche, ça nous paraît être un projet à prendre au niveau territorial, et c'est ce dont nous avons proposé. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de territoires qui commencent, avec une ambition forte pour nous, c'est d'expérimenter dans la durée, d'expérimenter sur au minimum de 5 ans, et d'évaluer ce travail-là en profondeur et en qualité, de façon à pouvoir, dans 5 ans, si tout va bien, aller plus loin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je voudrais faire, c'est expliciter ce qui se cache derrière la manière dont j'ai été désigné tout à l'heure par Patrick Valentin. Il a dit que j'étais un opposant de l'intérieur. Alors, un opposant de l'intérieur, c'est... D'abord, on ne comprend pas bien ce que c'est. Et on sait que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur en même temps. Donc, je trouve pas ça extraordinairement sympathique. C'était sûrement amical de la part de Patrick, mais c'est pas extraordinairement sympathique. Je voudrais d'abord dire clairement, je suis à l'intérieur. C'est-à-dire, non seulement je suis favorable à cette expérimentation, mais j'ai décidé d'y prendre part, d'y être actif, et donc j'y suis engagé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cela dit, Patrick a raison. J'y suis engagé. Je pense que la valeur ajoutée particulière que je peux avoir, c'est de garder un fort esprit critique. Et la première fois que l'équipe est venue me parler du projet, je dois dire que je n'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout parce que, bien sûr, les objectifs qui sont poursuivis sont les bons. Bien sûr, les méthodes qui sont proposées sont les bonnes. Mais il y a quand même 4 raisons de douter que ce soit possible. La première raison, Didier en a dit un mot, c'est qu'évidemment, si les emplois qui sont partiellement subventionnés, mais si ces emplois partiellement subventionnés se développent aux dépens d'emplois, pardonnez-moi le terme, du commerce,
évidemment, c'est gribouille, hein. On est en train de supprimer les, entre guillemets, vrais emplois avec des emplois subventionnés. Deuxième chose, si on prend en charge des gens qui auraient retrouvé un emploi tout seuls, évidemment, à nouveau, ça ne sert pas. Il faut qu'on cible sur ceux qui ne trouveraient pas tout seuls des emplois. Troisièmement, si l'argent public qui est injecté dans le système sert à financer des structures qui sont inefficaces, ce n'est pas le but. Le but, c'est de financer des activités qui sont utiles, mais qu'on n'arrive pas à produire au bon prix, compte tenu de ce que sont les conditions d'emploi, et le projet est très clair, si les gens sont bien rémunérés au SMIC. Et puis, quatrième point, si les gens s'installent dans le système et qu'ils n'en sortent pas, alors même qu'au bout d'un temps, ils peuvent retrouver d'autres activités. Et ils ne font pas la place pour... Ce dont il faut être conscient, c'est que ces 4 objections ne sont pas du tout des objections auxquelles il est possible de répondre. Alors vous allez me dire, c'est embêtant, hein. Non, j'insiste là-dessus. D'abord, elles sont très liées. C'est-à-dire que, par exemple, si on se met à faire concurrence à l'emploi classique, donc à des services qui sont vendus à des prix de marché, on a tendance à avoir envie de recruter des gens un peu plus compétents pour pouvoir les fournir. Donc on va se détourner de ceux qui sont plus en difficulté. Si on est inefficace, on va prendre aussi des gens plus compétents, etc. Si vous réfléchissez, vous verrez que les 4 objections, elles sont structurellement liées. Il n'est pas possible d'éliminer le risque. Ça n'est pas possible. C'est d'ailleurs un problème très global de la politique de l'emploi. C'est que quand on intervient financièrement dans ces affaires, on risque toujours de créer au moins autant de problèmes qu'on en traite. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à être critique de l'intérieur? Alors, premièrement, c'est une expérimentation. Alors là, il ne faut pas qu'on écrive en lettres de feu. Enfin, on va laisser, bien sûr, les parlementaires là où ils sont, mais il faut le mettre en lettres de feu. C'est une expérimentation. Si on fait une expérimentation, c'est parce que, quel que soit l'engagement et l'intérêt qu'on porte au sujet, on veut démontrer qu'on fait quelque chose que jusqu'ici on n'est pas réussi à faire. Donc, quand on fait une expérimentation, il est possible qu'elle ne fonctionne pas. J'y reviendrai un instant sur le deuxième étage de l'expérimentation. Et donc, le point crucial, c'est qu'on n'essaye pas de dire on élimine ce risque. On prend conscience qu'il faut raisonner par rapport à ça, localement et pragmatiquement. Localement. Parce que Didier l'a dit, ce que nous proposons est impossible à faire nationalement, globalement. La seule manière de répondre aux 4 questions que j'ai évoquées, c'est d'y répondre sur le terrain. Si on n'est pas sur le terrain, aucun espoir. Et d'y répondre sur le terrain, non pas, alors je vais faire un peu de polémique parce que ça animera le débat, non pas comme on le fait trop souvent dans nos politiques en faveur de l'emploi, par des réglementations, des tentatives de formuler de façon juridique la manière d'évoquer les 4 pièges que je viens d'évoquer. Mais en mettant en place localement une équipe qui soit politiquement légitime et techniquement compétente. Techniquement compétente, quand il s'agit de créer de l'activité, ça veut dire que c'est quand même des gens qui ont un profil d'entrepreneur. Mais politiquement légitime et qui soient en particulier en contact direct avec ce que sont les forces sociales locales, les entreprises, les syndicats, etc. Et il faut, avec ténacité, avec énergie, répondre aux 4 questions. Mais pas répondre comme ça, répondre sur le terrain aux 4 questions. Vérifier qu'on n'est pas en train de créer des choses qui vont porter atteinte à de l'emploi qui existe. Vérifier que c'est bien ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi qu'on est en train d'acquérir. Et en fait, une des choses qui va beaucoup plus vite, c'est qu'on commence par là. C'est-à-dire qu'on commence par les personnes.
Et on développe les activités avec les personnes et pour les personnes qui ont été identifiées. Évidemment, dans la vie du projet, ça va changer. Il va y en avoir de nouveaux, etc. Donc ça, voilà de l'expérimentation. Donc, ces 4 frontières que j'ai évoquées, il faudra que l'équipe locale les gardienne. Et il y a une équipe nationale. Le rôle de l'équipe nationale, c'est premièrement de vérifier que les conditions sont réunies sur le terrain, il y a bien une équipe qui est capable de faire ça, et puis de faire le coaching de ces équipes locales, c'est-à-dire de les suivre, de voir quelles sont leurs difficultés, éventuellement de tirer la sonnette d'alarme et d'apporter l'appui nécessaire, mais de vérifier à tout moment qu'on est bien en train de rester dans les clous. Sachant qu'il y a un point que l'expérimentation doit vérifier, outre le fait que c'est possible de le faire sur le petit terrain, il y a un autre point qu'il faut vérifier, c'est quelque chose dont nous sommes tous convaincus, je crois d'ailleurs que beaucoup de gens qui s'occupent de politique de l'emploi le sont, c'est qu'en fait on ne dépensera pas plus d'argent pour le subventionnement de ce travail qu'on en économise non seulement d'allocations, mais disons de coûts sociaux induits pour les finances publiques. Évidemment, c'est un sujet auquel je suis très attaché. Il est essentiel que cette première phase de l'expérimentation démontre qu'en fait, elle se fait avec une réduction des dépenses pour la puissance publique. Pas une stabilisation, une réduction des dépenses pour la puissance publique. Et je suis persuadé que c'est possible. Donc, voilà, au terme de l'expérimentation, on aura démontré que quand il y a une équipe compétente, politiquement implantée au sens complexe du terme politique que j'ai essayé d'esquisser, eh bien, on arrive à garder les 4 frontières et on arrive à le faire avec des coûts qui sont inférieurs aux économies qu'on génère. Derrière ça, il y a une deuxième expérimentation qui viendra ensuite, si la première a été, comme je l'espère, et comme nous en sommes convaincus, efficace. La deuxième expérimentation, dans le projet de loi, on dit 10 terrains. Pas plus de 10 terrains. Tout simplement parce qu'on pense que le but de cette expérimentation, c'est de faire quelque chose de très difficile et qu'on n'arrivera pas à contrôler les conditions d'expérimentation sur un grand nombre de terrains. On traîne à 10. Évidemment, 10, ça n'a pas d'intérêt par rapport au sujet. Donc la deuxième expérimentation, c'est 100. Je dis 100, si c'est 90 ou c'est 110, c'est la même chose. Mais c'est, vous voyez, le changement d'échelle, c'est, on n'est plus dans le coaching individuel de chaque terrain, on est dans la définition des conditions de coaching qui permettent de multiplier le nombre de terrains. Donc ça sera une deuxième expérimentation, aussi passionnante que la première, et aussi essentielle que la première, parce que si on ne fait pas ce deuxième travail, on ne traite pas vraiment le sujet. Et après ça, ça ne veut pas dire qu'on généralise, parce qu'on entend souvent ça quand il y a des expérimentations, les gens disent on généralise. Tout ça, on ne peut pas généraliser. Il faut toujours qu'il y ait une équipe compétente et il faut qu'elle soit politiquement implantée. Donc c'est la troisième phase, qui est la phase que nous visons. C'est pas on généralise, c'est on donnerait, si les deux ont été politiques, on donnerait au lieu où il y a la volonté politique et où il y a les compétences nécessaires, la possibilité de faire. Évidemment, c'est dans des endroits où on prend le sujet sur le terrain. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis engagé et que je garde mon esprit critique parce que c'est le fondement de la science. La science, ça consiste à avoir une théorie et ensuite de la mettre à l'épreuve de la réalité.